Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Yassir Ben Abdelawi. Je suis conseiller programme au PNUD et je suis en charge de la gestion du programme du PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Donc j'ai une longue expérience en matière d'action, de développement depuis très longtemps puisque j'ai commencé carrément ma carrière dans le monde du développement. J'ai commencé ma carrière dans une ONG. J'ai été en charge d'un certain nombre de projets de développement partout au Maroc. Et puis, actuellement, je gère et je coordonne un peu tout le programme de développement du PNUD au Maroc, un programme qui travaille sur trois grands aspects. Donc, tout ce qui est gouvernance au niveau national, c'est tout ce qui est aussi développement local et tout ce qui est, j'ai dit développement local, et tout ce qui est développement local et tout ce qui est environnement. En fait, moi, ma formation initiale, c'est en sciences de l'environnement. Donc cette expérience m'a permis d'avoir accès à un certain nombre d'expériences à tous les niveaux, que ce soit au niveau du terrain, directement avec la population, à l'échelle d'une ville, par exemple, j'étais en charge d'être coordonnateur local d'un programme Agenda 21 dans la ville de Meknès, donc le niveau commune, au niveau ville, et puis à l'échelle nationale, directement avec un certain nombre de ministères pour lancer des projets de développement ou d'accompagnement de secteurs en particulier. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de telles présentations, donc je suis très content au jour d'aujourd'hui. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la Fondation, que je remercie beaucoup, qui m'a invité aujourd'hui à faire cette présentation ou cet échange, parce que je le considère beaucoup plus un échange. J'étais très content, je n'ai pas hésité à répondre à sa demande, vu l'importance du thème, du sujet, de ces débats et de la place un peu de l'économie sociale et solidaire qu'il est en train de prendre au jour d'aujourd'hui, qu'à l'échelle internationale il est en train de prendre, et surtout dans les circonstances actuelles au Maroc, où on se pose des questions sur le modèle de développement et comment les modèles de développement vraiment permettent de créer de la richesse, mais aussi de limiter les inégalités, de lutter contre la pauvreté, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes et surtout, comme on le dit très très bien au système des Nations Unies, ne laisser personne pour compte. Donc j'ai dit oui, je réponds avec un grand plaisir à l'invitation. Et quand on m'a proposé ce titre, déjà dans la présentation, on parle de tiers secteur, c'est le terme qui est très utilisé. À l'échelle internationale et au niveau du système des Nations Unies, on parle beaucoup plus de l'économie sociale et solidaire. Et on peut revenir par la suite par rapport à la terminologie. Et je vais me concentrer sur le terme économie sociale et solidaire par rapport au tiers secteur, parce qu'en fait, on peut le voir tout à l'heure, c'est une thématique qui est très bien définie à l'échelle internationale, qui commence dans les limites, commence à être tracée et commence à mieux comprendre ce que ça veut dire. Par rapport à la terminologie tiers secteur, c'est une terminologie un peu très ancienne. C'est une terminologie des années 70-80. C'est une terminologie qui est encore utilisée dans un certain nombre de pays, tels que par exemple l'Italie. Et on la présente, on l'utilise aujourd'hui parce qu'en fait, c'est la terminologie qui a été utilisée dans le cadre de le nouveau rapport de développement national, le nouveau modèle de développement national. Donc c'est pour ça pourquoi on l'utilise à notre niveau. Mais en fait, c'est plus ou moins le concept de l'économie sociale et solidaire. Et quand j'ai vu aussi le titre, économie sociale et solidaire pour répondre aux défis des ODD, j'ai commencé à rigoler. C'est comme si on me demande de faire une présentation comme quoi que l'eau est indispensable à la vie. Est-ce qu'on peut présenter Est-ce qu'on peut faire une présentation, démontrer dans le cadre d'une conférence, d'une formation, ou dans un échange, que oui, l'eau est indispensable à la vie. Bon, quand on dit que l'économie sociale et solidaire
répond aux objectifs de développement durable. Donc, on est en train de parler, à vrai dire, d'une évidence. Darija, souvent, on dit qu'il y a c'est normal. Donc, quand on parle d'économie sociale et solidaire et les objectifs de développement durable, bien sûr, le lien, il est évident. Mais on va utiliser cette thématique pour avoir un certain échange, échanger les idées, les expériences et répondre peut-être à vos potentiels questionnements. Très rapidement, donc l'économie sociale et solidaire, et puisque je viens d'une agence des Nations Unies, donc je vais essayer de vous présenter un peu le cadre global. Donc de plus en plus, cette notion d'économie sociale et solidaire a commencé à avoir un intérêt à l'échelle globale et une coordination à l'échelle mondiale, parce qu'on a vu un peu dans l'approche un potentiel pour atteindre un certain nombre d'objectifs et de problématiques globales en lien avec le travail sur les questions de l'humain, de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les inégalités, et comme un moyen de faire ressortir un certain nombre de populations de la pauvreté et de l'exclusion. En 2013, il y a eu création d'un groupe de travail inter-agences UN, c'est-à-dire plusieurs agences qui sont dans le système des Nations Unies pour discuter et repenser un peu le développement face aux crises mondiales. Et quand on parle de crise mondiale, bien sûr, c'est la crise sociale, la pauvreté, les inégalités, le manque de paix ou les guerres, mais aussi l'impact global de l'environnement, de la crise environnementale. Et quand on parle de problématiques environnementales globales, on souligne essentiellement la question du changement climatique, la question de la perte de la biodiversité à l'échelle mondiale, ou bien les grandes problématiques liées à la rareté de l'eau ou au principe de la désertification. En 2015, il y a eu le lancement de l'agenda 2030, et l'agenda 2030 qui est composé des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable, et qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui le lien qu'ils ont avec l'économie sociale et solidaire. Donc 2030, c'était le lancement de l'agenda 2030. Je pense aussi que c'est un élément très important et un changement un peu vraiment global et radical, parce qu'en fait, en plus des ODD qu'on connaît tous, mais le concept des ODD, la manière avec laquelle je peux revenir à ça tout à l'heure, et ce qu'il y a derrière la notion des ODD, en fait, il y a tout un changement de paradigme en matière de prendre en considération un certain nombre de problématiques à l'échelle globale et mondiale et un engagement mondial. Donc je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Et puis en 2023, effectivement, l'ONU, dans l'Assemblée générale, a adopté une résolution reconnaissant l'économie sociale comme moteur d'économie inclusive et durable. Donc on peut dire qu'en 2023, il y a eu une reconnaissance à l'échelle mondiale du rôle que peut jouer l'économie sociale et solidaire. Je rappelle pour les personnes qui viennent de venir, quand on parle d'économie sociale et solidaire, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le tiers secteur, qui est le sujet du débat au jour d'aujourd'hui. Donc, et un objectif de développement durable. Donc la définition que l'Assemblée générale a donnée à l'économie sociale et solidaire, elle est devant vous. Donc l'économie sociale et solidaire, elle englobe toutes les organisations et les entreprises qui ont des objectifs aussi bien économiques que sociaux. Donc une des particularités un peu de l'économie sociale et solidaire, et un des principes philosophiques de base, c'est le fait que si une entreprise cherche essentiellement le profit financier, et qui est de son droit, et elle est créée pour, dans l'économie sociale et solidaire, on cherche
beaucoup plus le profit des membres, des personnes qui sont dans l'entité. Par exemple, dans une coopérative, elle travaille essentiellement, elle valorise beaucoup plus la solidarité et l'humain et le travail et la valorisation du travail par rapport à un objectif financier particulier ou pour le capital. Et les fonds qui sont les gains, ce qu'on appelle les gains, qui sont faits à travers l'activité, ils ne sont pas investis ou bien gagnés par des individus, mais ils sont investis quelque part dans leurs propres objectifs. Donc je pense que ça, c'est un des éléments les plus importants. Donc aussi un élément important, la manière avec laquelle les associations, les coopératives, les mutuelles, ce sont tous des formes ce sont d'organisations d'économie sociale et sociale et solidaire. En fait, la manière avec laquelle ils sont organisés en interne, donc on n'a pas un patron qui donne les ordres pour que les autres mettent en œuvre les actions telles qu'il est dans des entreprises standards, mais beaucoup plus, ils ont des mécanismes de gestion interne qui sont particulières, ils sont participatifs, donc tout le monde participe à la décision, ils ont souvent ce qu'on appelle l'Assemblée générale ou un comité de débat, de discussion, mais aussi ce sont des organisations qui sont démocratiques, ça veut dire que les gens qui ont le lead ou qui gèrent une coopérative ou qui gèrent une association, ils ne sont pas désignés ou patrons tels que dans une entreprise, mais ils sont sélectionnés selon des approches démocratiques et d'autogestion, donc ils ont une certaine autonomie eux-mêmes dans la gestion de leur modèle. Ici, nous avons un schéma qui présente un peu les interactions, les interconnexions de l'économie sociale solidaire avec trois grands secteurs. Ça vient un peu de l'analyse qui a été présentée pour l'Assemblée générale pour la promotion et la définition de l'économie sociale solidaire. Donc, on distingue dans cette présentation, donc on a le secteur public, ou bien l'économie publique, le secteur privé, puis on parle là en bas de l'économie populaire. Donc l'économie populaire, on présente ici dans l'économie populaire dans tout ce qui est informel, tout ce qui est travail au jour le jour des gens pour avoir leurs propres ressources. Par exemple, une famille d'agriculteurs qui vit de leur propre agriculture, etc. Donc c'est l'économie populaire. Et on met au milieu un peu l'économie solidaire dans ce grand schéma. Et on essaye de définir un peu l'ensemble des formes de formes que peuvent prendre les organisations d'économie sociale et solidaire. Donc les actions philanthropiques, l'organisation et les fondations, que les coopératives, les associations, les mutuelles, on les voit en bas, les organisations pour la mise en place d'actions de sécurité sociale, des actions dans le domaine de la santé, de l'éducation. Donc, plus ou moins, ils sont proches, que ce soit de l'économie publique ou du secteur privé, ou de ce qu'on appelle ici l'économie populaire. On peut trouver différentes formes d'entreprises ou d'organisations de l'économie sociale et solidaire. Pardon. Donc, pour arriver au dernier slide, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, l'agenda 2030 nous a permis d'avoir les objectifs de développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2015, le monde entier s'est réuni pour la première fois et on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'objectifs
que le monde doit atteindre pour vraiment promouvoir un développement humain et un développement durable. Et tout le monde s'est posé la question parce que tout le monde dit que je fais de développement, mais en termes d'impact, est-ce que c'est un vrai développement ou ce n'est pas un vrai développement? Parce qu'en fait, le développement, il a une connotation aussi qualitative, ce n'est pas la croissance pure et dure, mais on parle de développement, et quand on parle de développement, il y a le qualitatif, et quand on parle de développement humain, c'est-à-dire le développement de l'homme en tant que tel. Donc, faire un certain nombre d'objectifs, 17 objectifs, avec un certain nombre de cibles, avec un certain nombre d'indicateurs. Ce qu'il y a de plus important, c'est que cela est devenu une sorte de boussole à tout le monde sur ce que c'est un vrai développement humain et un vrai développement durable. Ça veut dire, si vous avancez sur ces cibles-là, si vous avancez sur ces indicateurs, c'est que vous êtes dans la voie de développement. Donc, au moins, au niveau mondial, on a un repère sur ce que c'est un développement humain, un développement durable, et surtout qu'on peut le mesurer à travers les cibles et les indicateurs. Donc, c'est comme si on a maintenant un moyen de mesure réel du développement. C'est comme si on a le kilogramme pour mesurer la masse, ou on a le litre pour mesurer un liquide. Maintenant, à l'échelle mondiale, et c'est une première, on peut mesurer le développement. On peut aussi faire la comparaison, c'est-à-dire comparer les performances du Maroc en matière d'objectifs de développement durable par rapport aux autres pays. Ça nous permet d'en tirer les enseignements, de savoir là où il y a des manques et de travailler sur certains aspects. Un gouvernement aussi n'importe où dans le monde, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a les ODD, si dans des chiffres vérifiés par rapport à l'état d'avancement en matière d'ODD, avant et après, donc on peut mesurer, évaluer l'impact ou l'apport de ce gouvernement par rapport aux ODD. Un élément aussi très important par rapport aux ODD, c'est pas seulement des objectifs qui sont vides de sens. Absolument pas. Mais il y a un certain nombre de principes et de valeurs qui font fonctionner ou la manière avec laquelle devrait se mettre en œuvre ou mettre en place un certain nombre de projets pour atteindre ces ODD. Un des principes les plus importants, c'est l'intégration. Et quand on parle de l'intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas essayer d'atteindre un objectif sans prendre en considération les autres ODD. Donc chaque ODD n'est pas à part par rapport au reste, mais il y a des approches intégrées et il faut prendre en considération l'ensemble des éléments. Par exemple, quand on parle de... prenons n'importe quel point, par exemple, quand on parle de la question des océans, et comme quoi les océans est un milieu très... est un milieu qui est très sensible par rapport aux questions de l'environnement, par rapport au changement climatique, par rapport à la surpêche, par rapport à un certain nombre de grandes problématiques. Donc une bonne gestion des océans et des espaces bleus au niveau des océans peut avoir un impact sur la création de l'emploi, sur la durabilité, sur l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs qui vont pouvoir continuer dans la durabilité à pêcher sans qu'il y ait un impact sur les océans dans leur globalité. Et on peut reprendre plein d'autres exemples en matière des ODD et l'interaction entre les différents ODD. Les ODD aussi sont universels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des objectifs seulement pour les pays du Sud ou bien pour les pays en voie de développement, mais ça concerne un peu tout le monde entier. Et puis il y a le principe très important qui est de ne laisser personne pour compte. Ça veut dire toute personne, quelle que soit sa situation, ne peut pas être acceptée, qu'elle soit marginalisée, soit à cause de sa race, soit de son origine ou de sa situation sociale. Il y a aussi la question du genre qui est très forte. Il y a un objectif principal important, l'ODD 5, qui concerne le genre.
et qui met la femme aussi au centre du développement et reconnaît très bien son rôle et son importance dans le développement de l'humanité et le développement global. Donc pour dire quoi que, et vous voyez très bien que ces principes et ces valeurs, on les retrouve bien sûr dans la notion et le concept de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle de participation, d'implication, de promotion d'initiatives locales, de valorisation des produits locaux, quand on parle de solidarité, quand on parle d'autodétermination en termes d'autonomie, d'autonomisation de la population pour prendre en charge ses propres principes, quand on dit que c'est beaucoup mieux d'accompagner les gens à apprendre et à produire au lieu qu'ils restent dépendants des aides à l'infini. Donc tous ces principes-là, tous ces éléments-là, on les retrouve un peu dans l'économie sociale et solidaire. D'où le modèle et la promotion de l'économie sociale et solidaire ne peut que promouvoir les objectifs de développement durable. Donc j'ai commencé à parler d'une évidence et je termine avec une évidence. Je peux donner un certain nombre d'exemples. L'ODD 6, par exemple, en lien avec la question de l'eau, on sait très bien que les initiatives qu'il y a eu au Maroc, comme exemple, qui ont permis de gérer l'eau au niveau de localités et de communes et qui ont permis de faciliter l'accès à l'eau de la population. La question des océans aussi, on sait très bien qu'il y a eu plein de coopératives de pêcheurs. Notamment, il y a des expériences, par exemple, au nord du Maroc, où les pêcheurs se sont mis en coopérative pour collaborer ensemble. Donc, ils ont commencé à lutter contre la pollution de l'eau. Ils ont commencé à jouer le rôle de gardiennage des zones de pêche par rapport au braconnage ou par rapport à des pratiques de pêche qui ne respectent pas l'environnement. L'habitat, on peut parler de coopératives d'habitat, donc un certain nombre de personnes qui n'ont pas le moyen d'avoir accès à l'habitat, tout un chacun d'une manière individuelle, donc on fait une coopérative, on met notre énergie qui travaille pour la création de l'emploi et de l'intégration des personnes marginalisées ou des NEET pour avoir accès à l'emploi grâce à l'accompagnement, la formation et tout ce qui va avec dans ce sens. Le genre, l'ensemble des associations qui travaillent pour la promotion de genre sur le plan politique, mais aussi qui aident les femmes à avoir accès à de l'emploi. On a vu les chiffres tout à l'heure, le pourcentage de femmes qu'on retrouve un peu dans ces coopératives féminines. Et puis, on retrouvera ça vraiment dans tous les aspects et les éléments qu'on retrouve un peu dans les ODD. Donc, effectivement, comme j'avais dit au début, c'était une évidence. L'économie sociale et solidaire ne peut que promouvoir les objectifs de développement durable et bien sûr toute action pour atteindre les objectifs de développement durable doit intégrer aussi l'économie sociale et solidaire comme outil et un moyen pour atteindre les objectifs. Moi, durant mon expérience un peu de développement, la question de l'intégration des associations, l'implication, l'écoute des bénéficiaires, l'accompagnement des bénéficiaires pour s'auto-organiser et créer des activités génératrices de revenus, notamment au niveau du PNUD et le travail qu'a fait le Programme des Nations Unies pour le développement, nous permet vraiment de confirmer à quel point ce type d'action et à quel point ce type d'intervention permettent de promouvoir une dynamique au niveau local. En fait, en général, l'action en soi, ou bien le travail avec une coopérative, alors il ne se limite pas, ce n'est pas le plus important. Par exemple, parfois on peut se poser la question, on met 100 000 $ pour accompagner une coopérative, on achète le matériel, on fait les formations, on les aide à faire des expositions ailleurs pour vendre leurs produits, avec tout ce qui va avec. En fait, il n'y a pas que cette coopérative qui est la cible ou l'objectif, et c'est ça aussi la limite un peu des outils de suivi,
mais c'est la dynamique qui est créée un peu dans tout le territoire. Depuis 2005, le PNUD a travaillé dans des zones, surtout les zones oisiennes par exemple. On a commencé presque de zéro sur un certain nombre d'aspects, notamment la promotion de l'écotourisme au niveau de ces régions, notamment dans la région de Tafilalet. Nous avons créé un réseau, nous avons créé des circuits touristiques, nous avons accompagné aussi en collaboration avec la Fondation Mohamed VI plusieurs entités, établissements touristiques pour l'acquisition de la clé verte. Donc c'est une certification en lien surtout avec la prise en considération des questions de l'environnement. Nous avons mis dans les bonnes conditions un peu la mise à niveau d'un certain nombre d'établissements. On a créé un réseau. Depuis 2005, on travaille. Le projet s'est terminé en 2016. Et ce n'est que la semaine dernière, j'étais dans la région et j'ai vu à quel point un peu toute cette dynamique qu'on a commencé, les fruits qu'il a donnés. Moi-même, je me suis installé dans un des zones qu'on a initiées il y a plusieurs années. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on considère que toute la dynamique de l'écotourisme dans cette région, nous avons joué un rôle, et en commençant par ce type d'activité et de donner toute la valeur à l'économie sociale et solidaire. Merci. Donc peut-être que je vais ouvrir la possibilité. Je pense que le plus important, c'est le débat et la discussion. Donc si vous avez des questions, je suis là. Je t'invite. Merci, Siyassir. Driss Jouti, je représente le mouvement des initiatives pour la réforme des lois des associations, qui est chapeauté par AMSED. Moi, quand je me suis inscrit dans l'atelier, en voyant un peu le tiers secteur, c'était beaucoup plus, pas uniquement les mutuelles et les coopératives, mais le secteur associatif en tant que tel. Du par le fait que depuis 2011, un rôle très spécial lui est alloué en tant que vrai acteur de développement. Et je voulais un peu toucher ce côté innovant du secteur associatif qui a le sens de l'écoute, de l'approche d'accompagnement dans les territoires, de la vraie participation des citoyens pour une meilleure appropriation du développement en tant que tel. Et je voulais éventuellement que vous nous disiez un peu votre point de vue sur l'état actuel du secteur associatif, ce qu'effectivement entre ce qui est dans les textes et la réalité. Est-ce que les associations ont un projet associatif? Est-ce qu'elles ont ces capacités justement de jouer ce rôle d'élaboration, de suivi, de mise en œuvre des politiques publiques? Et merci. Je suis en train de sourire parce que là, c'est un autre débat. C'est sur la question de la promotion de la société civile au Maroc, notamment le secteur associatif. Bien sûr, il n'y a pas de personnes qui s'opposeront à dire l'importance et le rôle que devraient jouer les associations dans la promotion, la sensibilisation, le plaidoyer, l'action sociale, l'initiative sociale. Ça fait partie de la démocratie d'un pays. Ça fait partie aussi des questions de droits de l'homme, la liberté de s'organiser pour atteindre des objectifs. Vous avez soulevé l'AMSED. L'AMSED, c'est une ONG que je connais très bien, que j'ai suivi depuis la création. Moi, j'étais à Enda Maghreb, et à l'époque, il n'y avait que Enda Maghreb et l'AMSED, les deux ONG professionnelles qui étaient presque présentes au Maroc. Et depuis le temps, on a commencé à travailler sur la notion du réseautage, à travers plusieurs initiatives depuis les années 90, après les années 2000. Les premiers réseaux, ils ont été créés. Bien sûr, l'AMSED était très engagée. Elle a su travailler sur des secteurs d'une grande importance, que ce soit en termes de développement local ou bien à l'époque sur les questions de santé, avec la lutte contre le sida ou le microcrédit aussi. C'était une des premières initiatives qui sont venues de l'AMSED. Donc l'AMSED en soi est une démonstration. Des ONG pareils montrent comment de telles initiatives, ils ont commencé d'une manière très timide,
puis ils s'en sont généralisés à l'échelle du Maroc. L'Agence de développement social, d'ailleurs, quand elle a été créée, elle a pris plein de cadres, que ce soit de ENDA ou de l'AMSED, et qui ont l'AMSED et l'ADS, l'Agence de développement social, en fait. On se rappelle aussi de cette agence qui existe toujours, mais qui à un certain moment, elle a joué un rôle d'une grande importance pour promouvoir les associations au niveau local, les accompagner et créer cette dynamique. Donc c'est sûr que l'État elle-même ne peut pas faire tous les changements. Il a besoin des citoyens, de la participation, de l'engagement. Et cet engagement et cette participation ne peuvent venir que d'associations organisées pour compléter l'action de l'État. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et dans cette complémentarité qu'on peut retrouver un peu le développement durable et on peut retrouver le développement en tant que tel et l'impact réel sur les citoyens. Parce qu'en général, ce sont ces associations qui connaissent les vrais besoins et qui impliquent le citoyen. Ils se sont concernés, impliqués. Donc sa motivation, c'est la motivation un peu du citoyen pour faire réussir les projets de l'État. Donc effectivement, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, les associations est une composante principale. Les appuyer de tous les niveaux qui peuvent faciliter leur travail est une demande qui est là et qui a été aussi encore une fois démontrée. Salam alaikum, bonjour. Vous avez parlé de l'implication et l'écoute des associations pour créer cette dynamique. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses très positives qui sont en fait en accord avec les objectifs du développement durable. Et j'ai une question pour vous. En tant qu'organisme, qu'est-ce que vous faites concrètement pour impliquer et écouter les associations? D'ailleurs, dans la mise, par exemple, si on parle du programme des Nations Unies pour le développement, nous devons rendre compte sur comment on a impliqué, on a fait participer les associations dans nos actions et dans nos projets. Donc déjà, le travail et la collaboration avec les associations est une composante indispensable et intégrée dans la mise en œuvre de tous nos projets. Les grands programmes que nous avons menés ici au Maroc, je peux citer un grand programme de développement territorial durable des Oasis du Sud, le programme Oasis Tafilat que j'ai abordé tout à l'heure, un grand programme que nous sommes en train de mener actuellement, la valorisation d'Exor et Kaspa au Maroc. Presque tous les projets, on ne travaille sur le site qu'après concertation, discussion, communication, approche participative, implication des associations dans la mise en œuvre. Dans la région, par exemple, dans notre programme Oasis du Sud, nous avons vraiment créé une dynamique d'une grande importance qui s'est basée sur un certain nombre d'initiatives, que ce soit des micro-entreprises, que ce soit des associations, que ce soit des coopératives, que nous avons essayé d'accompagner de A à Z pour la promotion et le développement du territoire. Et bien sûr, quand on parle de promotion et accompagnement des associations, il faut avoir une vision de ces territoires. Quelles sont les priorités? Comment le territoire peut être compétitif? Et dans ce cadre, il faut aussi travailler sur la chaîne de valeur, les écosystèmes. Donc, ce sont tous la planification communale. Donc, tous ces éléments-là nous permettent de construire et de voir comment les impliquer. Mais ça fait partie un peu, comme on le dit tout le temps, c'est de l'ADN du PNUD et des partenaires du PNUD, parce que le PNUD collabore avec des partenaires dans la mise en œuvre. Dans cette région aussi, on a travaillé avec 500, 600 initiatives depuis une dizaine d'années.
Je peux vous dire que peut-être, bon, c'est un chiffre que j'assume pas la responsabilité, mais on peut dire que 60 ou 70%, ils n'ont pas réussi. Si on considère la réussite de ces actions en fonction de l'action que nous avons faite à une coopérative pour qu'ils puissent réussir. Donc, on peut trouver un taux de perte énorme. Ça n'a pas abouti, il n'y avait pas eu de durabilité. Les gens qui ont été présents le premier jour ne sont plus motivés pour une raison ou l'autre. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, et je le trouve plus important, même si 10% de nos actions en appui à ces coopératives ou ces associations, ces activités génératrices de revenus réussissent, c'est comme si on met une graine qui donne son fruit. C'est-à-dire que si je donne l'image, je ne suis pas expert en agriculture, je lance 1000 graines, il y a une centaine de graines qui réussissent. Je ne peux pas dire que ma réussite n'est que de 10% parce qu'il n'y a que 100 graines qui ont réussi. Mais 100 graines qui ont réussi, ils ont donné aussi chacune 100 graines et c'est là la dynamique. Voilà. Oui, oui. Il y a deux manières par rapport à votre question, si j'ai bien compris votre question. En fait, par rapport au PNUD, je pense qu'on intervient à travers nos projets. Dans nos zones d'intervention, il y a des équipes de projets qui travaillent un peu sur la mise en œuvre et là, il peut y avoir une collaboration dans le cadre de la thématique du projet. Et puis, par rapport à un certain secteur, à certaines thématiques, il est souvent possible qu'on fait des appels à candidature pour financement d'un certain nombre de projets, notamment sur des thématiques telles que l'environnement. Et là, on peut collaborer directement avec l'association. Là, il faut faire la différence entre les solutions locales et la mise en œuvre en particulier. C'est-à-dire, moi, je suis une organisation qui est très concernée par la question du changement climatique. Donc, quand moi, je lance un appel à candidature, je lance pour toute proposition qui permet d'atténuer l'impact du changement climatique au Maroc. Maintenant, ce sont les associations qui font leurs propres propositions pour répondre à cette requête. Et par rapport à ça, il y a tout un processus qui permet de travailler avec ces associations, de les accompagner dans la planification, la mise en œuvre, le financement et les réalisations. Notez. Rapidement. Rapidement. Adil Hello, Fondation Tzadam Olkom, c'est juste que pour répondre à votre question, Tzadam Olkom, c'est juste une réponse à votre question. Nous, en tant que société civile, on a répondu à un appel à projet du PNUD et on a répondu suivant les contraintes et les problématiques qu'on a vues sur le terrain. Donc on est force de proposition. On a proposé au PNUD un programme, un projet solidaire et le PNUD nous a sélectionnés et on a réalisé le projet et maintenant il est opérationnel. Voilà. Merci pour le témoignage. Madame Chafil. Merci beaucoup.
Yassir. Docteur Raja Chafil, je suis experte internationale en durabilité et changement climatique. Moi, j'avais posé une question en salle, en fait, quand on nous a demandé de scanner le QR code, mais malheureusement, je n'ai pas eu de réponse et je voudrais poser cette petite question pour le débat ici. En fait, comment est-ce qu'on peut transformer justement, ou bien comment passer de l'aspect, j'avais mis entre guillemets, artisanal de notre savoir-faire national à un vrai levier économique au Maroc, parce que là, on est au 21e siècle et on continue à avoir le petit potier qui a sa shop de 2 mètres carrés, qui est en train de cuire sa céramique avec des pneus, etc. tout seul. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore pensé au regroupement pour gagner, justement, pour faire une économie d'échelle de ces artisans, etc. Et donc, le dinandier qui fabrique une théière par mois dans sa petite shop, etc. Parce qu'en attendant, par exemple, si vous allez en Indonésie, vous allez trouver que l'Indonésie est en train d'inonder le monde jusqu'en Australie avec des vraies fausses lampes de Marrakech. Vous voyez, moi j'ai été dans des shops à Bali où on fabrique des vraies fausses lampes de Marrakech et qui se retrouvent après à Los Angeles et qui se retrouvent, et je leur ai demandé, mais où est-ce que vous vendez tout ça? Et ils m'ont dit en Australie, aux États-Unis, etc. J'avais vraiment envie de pleurer parce que je me suis dit, pendant que l'artisan marocain Mskin peine à avoir même un local pour travailler, les gens à Bali sont en train d'inonder le monde avec des copies conformes de notre artisanat. La Chine inonde le monde avec des tagines marocains, des vrais faux tagines marocains, et ils se vendent en Allemagne, ils se vendent aux États-Unis, ils se vendent en France, soi-disant que dans nos tagines, il y a du plomb, etc. Mais quand est-ce que nous allons faire monter l'échelle économique de notre artisanat pour que ça devienne une vraie économie? J'étais en train de regarder pour la France. La France aujourd'hui, l'économie, ce qu'on appelle nous l'économie solidaire, elle représente 10% du PIB de l'une des nations les plus riches du monde. Donc 10% du PIB en France avec l'économie solidaire. Nous, on est à 2% et on espère arriver un jour à 4%. Zema, il est temps d'avoir une autre vision pour l'artisanat. Ne plus l'appeler artisanat, parce que d'ailleurs, ce qui fait que les jeunes ne s'intéressent plus à ça, c'est qu'on l'appelle artisanat. Il faut que ce soit de l'industrie de produits marocains, avec un label marocain, mais qu'on l'appelle plus artisanat. C'est le goût d'abel un petit jeune, il saoub le tin ou là il saoub le hadid. Non, il n'ira pas. Non, lui, il est sur Internet, il est sur Instagram, etc. Il n'a pas envie même pas d'aller reprendre la shop de son père à Tahannaout ou la Alorika ou la Smith. Donc, à mon avis, il faut repenser toute revaloriser, improver tout ce qu'on veut pour passer à une économie d'échelle. Sinon, on ne le fait pas. La nature a horreur du vide. Nos produits ne vont pas en Australie et aux États-Unis, d'autres le font. Ils copient quoi? Nos produits. Les tapis marocains dial Tahannaout ou juste du blanc avec quelques traits maoujines noirs, je m'excuse. La Chine, non, ça devient à la mode dans le monde entier. Ça devient à la mode dans le monde entier, et en attendant, la Chine est en train d'inonder le monde, encore une fois, avec des vraies fausses copies artificielles de tapis marocains. Donc il est temps qu'on ait une vision plus, plus haute de la valeur de notre artisanat. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante, parce qu'en fait, elle pose cette question de quel enjeu on cherche. Est-ce que c'est la vente? Est-ce que c'est le nombre de ventes? Ou bien la valeur fondamentale des choses? J'ai eu la même discussion dernièrement avec un collègue à moi, et on a parlé
de restauration et d'industrialisation de la restauration. Et là, ma question, elle était très simple. Est-ce que, par exemple, ta capacité, quand tu prépares un repas dans une fête mariage ou là, pour un grand nombre de personnes, donc quand on prépare pour le grand nombre de personnes, est-ce que ça a le même goût que quand on invite un groupe de 4 ou 5 ou 6 personnes chez vous, où tu prends le temps de la préparation, de la cuisson, je connais rien en la cuisine, ça je ne cache pas, mais ça n'a rien à voir. Donc il y a 2 éléments pour moi très intéressants un peu dans ce sens. Le premier, c'est de développer le goût et la valorisation de ces produits, qu'on soit fier de les avoir, de les présenter, d'avoir ce marketing autour de ces produits, de l'artisanat ou ces produits qui sont faits avec la main, qui valorisent l'homme, qui valorisent le matériel local, qui valorisent. Et puis les modèles de consommation. Là aussi, c'est un autre monde qu'on doit ouvrir, qui est en train d'évoluer énormément dans le monde. J'étais très content la dernière fois, Farrachidia, on nous a mis sur la table 2 boîtes de soda gazeuse sucrée. Ils n'ont pas été ouverts. Vous avez regardé ce qui était autour de ce... Mais ça veut dire qu'il y a une évolution aussi dans les modalités de consommation qui vont avoir des projections dans le futur. Donc quand on dit industrialisation, c'est bon. On peut industrialiser les babouches, c'est une bonne chose, on peut industrialiser, mais on parle d'autre chose, d'autres marchés, d'autres marges de gain. Mais quand on parle, pour moi, ma propre conviction, de ces modèles de créativité à l'échelle locale qui sont à la limite, quand on parle d'artisanat, on parle de l'art. Donc ce qu'on peut comparer une peinture signée par quelqu'un qui a des sentiments, qui a un vécu et qui les a transmis dans cette peinture, est-ce qu'on peut les comparer à quelque chose qui a un aspect industriel? Donc pour dire un peu... C'est ça l'économie sociale et solidaire. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. C'est ça l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. 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 Amen. Très bien. Est-ce qu'on est toujours... Un petit mot? Plaisir. Donc, oui. Bon, c'est Ikram Mourabit de l'association Club Agora 5, partenaire à la table ronde internationale. En fait, ma question, quand j'ai vu le titre de la masterclass, ça concerne le tiers secteur porteur de solutions locales pour un développement durable. Donc là, on parle d'un tiers secteur qui participe dans la création d'emplois, dans la création d'écosystèmes, de créer des revenus. En fait, on veut avoir des gens qui ne sont plus assistés. Parce que c'est notre objectif aujourd'hui, c'est notre valeur ajoutée. Ce n'est pas juste aider, comme on a dit tout à l'heure, mais créer une perpétuité dans le temps. En fait, ma question, comment aujourd'hui, on s'adresse beaucoup, on parle que d'artisans, d'accord? Et on parle d'écosystèmes, on oublie rural. On oublie qu'ici, dans les centres-villes, nous avons des problèmes très graves concernant des gens qui n'ont pas de travail. Ou par exemple, je donne l'exemple sur lequel on travaille actuellement, c'est les mamans, c'est les enfants incarcérés avec leur maman dans le centre pénitentiaire. Et on a des mamans qui vont par exemple sortir de la prison. Quand ils vont sortir de cette prison, ils ont des enfants à bas âge, des femmes, des mères célibataires, ou je ne sais pas qui sont... comment créer cette inégalité, comment annuler, éliminer cette inégalité
créer cette réinsertion aujourd'hui dans notre entourage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le centre de Casablanca? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On veut laisser les ruraux chez eux. Parce qu'on est immergé par le manque de travail, par le fait qu'il n'y a plus de pluie, par le fait qu'il n'y a plus d'agriculture. Eh bien, il vient chercher du travail ici. Donc, bien sûr, quand il vient chercher du travail, il prend le travail de celui, par exemple, qui a déjà un diplôme, qui a vécu ici, parce que lui, il vient, dès qu'il ici, il arrive sur Casa ou sur les grandes villes pour gagner de l'argent. Donc, il accepte n'importe quoi. Il ne se suit pas d'avoir ni CNSS, ni accident de travail, ni rien. Il accepte le rien. Donc, aujourd'hui, on est en train de créer les coopératives, les artisans, etc. et solidifier à l'extérieur du rural. Et on oublie aujourd'hui le centre de notre économie, qui est aujourd'hui des gens qui se retrouvent dans la prison, qui sortent et ils n'ont plus rien, par exemple. C'est un exemple. Comment, par exemple, aujourd'hui, aider les associations, n'importe quoi, c'est ça, je le dis par exemple, il y a beaucoup de sociétés, d'associations qui travaillent sur ça. Nous, on travaille avec l'association Relais Prison, société, qui est le relais entre la prison et la société. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment éviter le récidive, par exemple, de la prison. Donc, ces femmes reviennent avec un travail. Ils sont aujourd'hui formés à la prison, d'accord. L'OFPPT les forme à l'intérieur, pour la boulangerie, l'esthétique, l'hôtellerie, tout ce que vous voulez. Mais où sont les acteurs à l'extérieur qui vont les prendre en charge, qui vont dire que il n'a pas un chez. Mais il n'y a pas que la fondation, combien de personnes va prendre? Moi, je parle des acteurs civils, privés. Tout à fait d'accord en fait sur l'importance de la question de la réinsertion. Et là aussi, les associations, ils ont fait preuve d'engagement en la matière dans les prisons, dans l'accompagnement, notamment l'accompagnement des femmes. Il y a un travail extraordinaire. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ces associations n'ont pas toujours le grand appui. Nous avons... Tout à fait, tout à fait. Et puis en fait, c'est pour ça pourquoi le Maroc a mis en place la fondation. Bon, si la DGAPR, elle gère la réinsertion au sein des établissements pénitentiaires. En dehors des établissements pénitentiaires, bon, il y a eu la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion, bon, qui a des satellites partout au Maroc. Et nous-mêmes, nous avons collaboré avec eux pour faire un certain nombre de travaux. Il y a un effort qui est fait, mais on reconnaît tous que même si au sein de la prison, franchement, j'ai vu ce qui se passe, c'est extraordinaire au Maroc, les efforts qui sont déployés, qui ont donné un certain nombre de résultats très palpables. Ce n'est jamais suffisant, mais il y a cette dynamique, il y a cette volonté, et il y a aussi un rôle très important qui est joué par les associations dans ce sens, pour particulièrement cette catégorie de population. Il doit y avoir un accompagnement, bien sûr. Il y a des débats, il y a des discussions, il y a de la coopération. On a réfléchi aussi à des projets de coopération privée, publique pour la création. Il y a plein de choses qui ont été faites. L'historique, en fois, qu'on était dans les prisons. Bon, il y a plein de choses. Au moins, je peux vous assurer qu'il y a cette conscience chez l'État et qu'il y a de l'action qui est en train d'être mise en place pour surpasser cette situation. Tout à fait, oui. Mais imaginez les moyens dont vous allez avoir besoin en tant qu'État pour accompagner toute personne. On a 80 000 ou 100 000 prisonniers au Maroc. D'où le rôle que peut jouer la société civile un peu en la matière. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de programmes. Mais là aussi, l'économie sociale et solidaire, pour revenir à notre thématique au jour d'aujourd'hui, peut jouer un rôle un peu à l'absorption et à l'accompagnement et la réinsertion de cette catégorie de population. Salam alaikum. Nader, société Studio Dev, spécialisée dans la digitalisation. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'outils de suivi du développement. Est-ce qu'il y a des outils de suivi digitaux ou non? Sachant bien qu'on est en 2025. Et s'il n'y en a pas, c'est quoi le besoin pour développer ces outils?
Je pense qu'en matière de développement, même par rapport à un certain nombre de coopératives et d'associations qui travaillent sur des activités génératrices de revenus, la question de la digitalisation, maintenant, elle est au centre de débat. Et toute la question, c'est comment la digitalisation peut contribuer réellement au développement, à la lutte contre les inégalités, à un impact social, et que ça ne soit pas une nouvelle manière de faire le gap entre ceux qui ont le moyen de la digitalisation et ceux qui ne l'ont pas, et forcer les inégalités. Donc tout le travail qu'on fait avec un certain nombre de partenaires, c'est de voir comment cette digitalisation peut être bénéfique à tout le monde et qu'elle ne soit pas source, encore une fois, surtout avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution qu'on a. Maintenant, en matière de suivi et évaluation, tous les systèmes de suivi et évaluation, maintenant, ils sont sur des systèmes digitalisés, donc ça permet vraiment de suivre un certain nombre de données, de comparer, de faciliter. Il y a plein d'applications qui sont maintenant sur le marché et de plus en plus, ils sont utilisés un peu pour suivre l'évolution. Mais je pense, pour faire revenir un peu votre intervention par rapport à la thématique qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est promouvoir un peu la digitalisation, comment elle peut répondre aux besoins de l'économie sociale et solidaire, comment une coopérative peut bénéficier. Et là, il y a aussi une question de quoi ont besoin ces types d'organismes en matière de digitalisation. Certainement, ce n'est pas les applications les plus sophistiquées, les plus compliquées, mais des choses qui répondent vraiment à simples dans l'utilisation, dans l'image, parce que souvent, elles sont utilisées par des gens qui ne sont pas obligatoirement des grands experts de la digitalisation, c'est-à-dire comment avoir l'accès, comment l'utiliser, comment ça peut être bénéfique. Et c'est la grande question qu'on doit se poser. Mais ce qui est sûr, c'est que la digitalisation ne peut qu'être un facteur positif pour la promotion de l'économie sociale solidaire. شوف غير ما باقيش شي حد ما عرفتش كاين شي واحد من المنظمين غير باش نعرفوا لا جيستيون دو طون نرجع لعندك من بعد غير بالحقاش vous avez déjà نعم 13 heures dans 5 minutes. Moi, c'est pour terminer avec deux recommandations qui me paraissent structurelles et très importantes de par le débat un peu de la salle et surtout de la dame qui a parlé d'artisanat. Il faudrait plus utiliser le terme. Le premier, c'est la nécessité de la mise en place de la loi cadre qui tarde à venir, sachant que les acteurs justement de ce secteur-là y ont travaillé depuis une dizaine d'années maintenant. La Tunisie, ils ont leur propre loi dans le domaine. La deuxième chose, c'est qu'à l'État de jouer son rôle comme il se doit pour le renforcement de ce tiers secteur en nous mettant à table une vraie politique publique intégrée dans le domaine. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, tout à l'heure, il nous a parlé d'une loi qui est en préparation pour l'économie sociale et solidaire. Je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas vu ce que... Ok. Oui, madame. Bonjour, je suis Sarah Melel, je représente la Jeune Chambre internationale. C'est la Jeune Chambre internationale. Normalement, c'est un partenaire direct avec l'ONU. Donc, le logo de l'ONU, il est inclus dans le logo de la JCI. Donc, c'est une organisation mondiale qui a été créée en 1915 et son siège, il est aux États-Unis. Et malheureusement, au niveau du Maroc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu vraiment une collaboration qui est concrète avec le PNUD. Donc, on a essayé de les contacter plusieurs fois pour faire des projets au niveau local. Donc, nous, on travaille justement au niveau local parce qu'on a des organisations locales qui font des projets durables, qui respectent la durabilité des objectifs de développement durable. Et on a organisé 2 fois un forum qui, comme celui-là, le sommet national de partenariat, qui est inspiré du sommet global de partenariat qui se déroule aux États-Unis
où on visite même les locaux de l'ONU et on fait des assemblées générales et on a travaillé justement sur l'ODD 4, je pense c'est bien 5, l'égalité des genres, et pour faire sortir des résolutions, des recommandations. Et on a fait la même chose au Maroc en 2017 et en 2018. En 2017, on a travaillé sur l'éducation de qualité, la santé et bien-être et travail décent et croissance économique. Malheureusement, on n'a pas eu la présence du PNUD malgré notre invitation. En 2018, la même chose, travail décent et économique dans le cadre du tourisme, parce que c'était à Agadir, la vie sur terre et la vie sous l'eau. Donc, et on a fait sortir des recommandations et on a voulu les envoyer au gouvernement. Et malheureusement, le gouvernement, ils nous ont dit la phrase qui est choquante, qu'est-ce que vous attendez de nous? On vous a donné des solutions. On a envoyé des solutions, des recommandations, et ces solutions ne sont pas sorties des membres normaux qui ne sont pas experts. On a ramené ou bien on a rassemblé des gens de la société civile, des gens des entreprises, des gens le public, pour faire sortir des idées concrètes pour des projets à faire dans chaque ODD. يعني هنا دابا درنا un workshop, on a parlé de plusieurs sujets, mais pour nous chaque workshop c'était ciblé par exemple pour la santé, pour la santé, pour l'éducation. Et malheureusement, quand on a envoyé les recommandations au gouvernement, on nous pose une question comme ça, c'était vraiment choquant. Et on veut bien avoir l'appui du PNUD pour qu'on puisse les approcher maintenant, vu دابا الحركيه اللي كاينه دابا الشعبيه كلشي دابا ما عجبوش الحال سورتو على الصحه والتعليم. وهذا علاش حنا عندنا des propositions, on veut bien les mettre en place en collaboration avec vous et avec le gouvernement. Voilà, comment arriver à ça pour qu'on puisse les concrétiser et les mettre en œuvre. Merci beaucoup pour votre intervention. En tout cas, par rapport aux objectifs de développement durable, il y a un certain nombre de mécanismes en fait qui devraient être et qui permettent à la société civile de participer dans les rapports, la prise de point de vue. Même, je pense qu'il y a eu ouverture à un certain moment quand le Maroc a fait son rapport volontaire en matière d'état d'avancement des ODD, où il y a eu une application qui a été faite pour que toutes les parties prenantes puissent contribuer un peu dans les débats et les discussions sur les ODD au Maroc. Au Maroc, en principe, c'est le ACP qui fait le suivi, notamment par rapport au Haut Commissariat au Plan, en collaboration avec un certain nombre de parties prenantes. Il y a même un comité interministériel qui gère un peu toutes les questions de suivi des objectifs de développement durable. Maintenant, si vous avez un certain nombre de recommandations en tant qu'association, il faut un peu frapper dans tous les outils de plaidoyer qu'on a aujourd'hui pour faire passer la voix. Je sais que ce n'est pas facile, il faut crier très, très haut. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, c'est la question du plaidoyer, de la sensibilisation. Heureusement, aujourd'hui, maintenant, avec les outils qu'on a, il y a un minimum pour faire passer la voix ou faire un certain nombre de recommandations dans ce sens. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose de travailler sur les objectifs de développement durable, de faire le plaidoyer par rapport aux objectifs de développement durable. Je pense que c'est des initiatives extraordinaires. Je peux vous laisser mes références si vous voulez là. Et là, le PNUD, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en travail avec un certain nombre d'entités ministérielles pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Nous avons aussi des projets de développement local, donc là c'est différent avec des partenaires au niveau local sur des projets spécifiques. Et notre intervention, c'est très rare. Par exemple, qu'on reçoit une demande, par exemple, de financement d'une
personne tierce pour un événement ou une action, c'est presque impossible d'avoir les moyens pour appuyer l'organisation ou le financement en tant que tel. Mais dans le cadre d'accompagnement, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, j'ai très bien compris, j'ai très bien compris. Mais dans tous les cas, Inch'Allah, la prochaine fois, نشوفوا l'invitation. Ça fait? Merci beaucoup, je pense qu'on a terminé. C'était très intéressant.